la misère. Il y a des pays où les gens entre les lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Très chers amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames et messieurs, évidemment la première chose que je voudrais dire, c'est bien sûr, comme nous tous, toute l'émotion que nous ressentons intensément à la découverte de ce Struthof, dont pour ma part j'ignorais l'existence, comme probablement l'écrasante majorité de mes concitoyens. Et n'est-ce pas là aujourd'hui une de nos problématiques les plus importantes? Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à un de mes frères conseiller de l'ordre juste avant de prendre la parole. Je disais, ce que je voudrais, c'est pouvoir évacuer mon émotion, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans ce moment de mémoire très intense que nous vivons, certes, nous devons considérer notre émotion avec respect. C'est le respect que nous devons à tous ces êtres humains qui ont été justement déshumanisés. Le mot a été employé plusieurs fois par notre formidable guide, le mot de sous-homme. C'est bien l'entreprise qui a été faite, ici et ailleurs, de considérer que l'humanité n'existait plus à travers ces personnes, de différentes manières. Et je pense qu'au-delà de cette émotion, qui donc peut nous écraser parfois, et même probablement dans d'autres circonstances, nous empêcher de réagir, je crois que nous devons au contraire en tirer toutes les leçons. C'est ce que nous ferons aussi cet après-midi avec la conférence publique qui sera un prolongement de cette visite de ce matin. En tirer toutes les leçons pour évidemment répéter toujours plus jamais ça, mais comment plus jamais ça, quand on voit encore aujourd'hui tout ce qui se passe par le monde, tout ce qui est tellement inimaginable pour l'entendement humain, des enfants qui travaillent dans des mines, dans des conditions effroyables, qui ont une espérance de vie très faible, et au-delà de ça, toutes les conditions de vie totalement inhumaines dont nous entendons parler, avec des petites filles qui sont mariées de force à 8, 10, 12 ans, d'autres qui sont en esclavage sexuel ou en esclavage entre guillemets plus traditionnel pour des centaines de milliers, voire des millions d'entre elles. Et tout cela ne peut pas, pour nous, francs-maçons, et au-delà des francs-maçons, pour tout être humain dont
l'attention à l'autre, l'altruisme, l'humanisme est chevillé au corps, chevillé à l'esprit, ne peut pas être acceptable. Alors, cette journée au Struthof clôture une année que nous avons consacrée dans ce que nous avons appelé les universités maçonniques, c'est-à-dire des lieux où nous pouvions justement écouter des personnes qui nous exposaient l'histoire de ces lieux. Donc toute cette année passée, le Struthof clôture un cycle finalement consacré à ces camps. Ces camps d'abord à partir de la guerre civile espagnole, qui ont d'abord été des camps de prisonniers, de réfugiés, suite à l'exode des réfugiés espagnols, comme par exemple le camp de Gurs, le camp de Jude, le camp d'Émile, autant de camps très mal connus, et qui, dès cette époque-là, se sont transformés en camps de prisonniers souvent étrangers, en situation irrégulière, ça vous rappellera probablement quelque chose. Et en 1938, on n'est pas du tout sous Pétain, on n'est pas encore dans ce gouvernement scélérat de Pétain, on est dans un gouvernement encore de la République, de la Troisième République. Il y a le décret des indésirables, le terme indésirable. C'est un décret officiel, hein, un décret qui appelle des personnes qui sont indésirables sur le sol français, qui sont donc parquées dans ces camps. Et ces camps ensuite se transforment peu à peu, comme dans l'histoire du Struthof, se transforment ensuite en camps qui vont accueillir dans des conditions de plus en plus effroyables, ici au Struthof, des prisonniers politiques, des prisonniers de droit commun, et puis très vite, évidemment, des homosexuels, des tziganes et des juifs, même si le Struthof n'est pas emblématique, n'est pas un camp d'extermination, ça nous a bien été précisé. On voit bien quand même que c'est toujours la même logique qui préside. Et moi, et aussi je crois, ce qui est absolument effroyable dans le projet nazi, c'est ajouter à cette horreur, cette industrialisation, cette minutie dans la rationalisation même, avec des détails à la fois d'une mesquinerie incroyable et qui montre à quel point eux-mêmes avaient intégré la déshumanisation de ceux qu'ils violentaient de manière insupportable. Aujourd'hui, dans cette visite ce matin, ce qui est évidemment frappant, c'est comment des hommes ont pu survivre à de telles conditions. Comment la machine nazie a pu se mettre en place pendant quelques années et produire de tels crimes presque dans l'ignorance des populations. Ça, je crois que c'est quelque chose qui doit aussi nous faire beaucoup réfléchir. Comment, au même moment où des hommes vivaient ce qui a été décrit ce matin, je n'y reviendrai pas, d'autres faisaient la fête à Paris en collaborant. D'autres ont repris ensuite une vie normale, sans mauvaise conscience. Au-delà de cette problématique donc du camp de détention dans des conditions effroyables, il a été évoqué rapidement celle des expériences médicales. On ne peut pas ne pas s'arrêter sur ce point quand on est au Struthof. Parce que il est emblématique de cette convergence vers la déshumanisation. On considère en effet ces hommes comme des cobayes. On nie totalement leurs conditions d'être humains. On va jusqu'à sélectionner un certain nombre d'entre eux, en l'occurrence des juifs, pour en faire une collection anthropométrique, anthropologique, pour conserver leurs données,
puisqu'on va les éradiquer, vraiment comme des entomologistes le feraient pour des insectes qui disparaîtraient de la surface biologique. Et cette déshumanisation, c'est à travers ces expériences médicales, et ces médecins qui ont fait ça, et qui ensuite, à part le premier d'entre eux qui s'est suicidé, les autres ont été condamnés, puis graciés par la 4e République, et ont repris une activité médicale ensuite, et sont morts de vieillesse dans les années 70, moi m'a rappelé, probablement beaucoup d'autres, les fameux médecins de Hambourg, qui avaient tué, par des injections létales, je crois une 50aine d'enfants handicapés dans un hôpital pédiatrique de Hambourg, parce qu'ils considéraient que c'était des bouches inutiles et niaient totalement leur humanité en raison de leur handicap. Au-delà de l'ignominie de tels actes, réfléchissons au fait que, après la guerre, ils seront jugés, ils se défendront en disant qu'ils n'ont fait que finalement appliquer un décret qui était la loi sur je sais, j'ai plus le titre en tête, mais sur les hérédités inutiles ou quelque chose comme ça, enfin je ne sais plus exactement le titre, et qu'ils se sont défendus comme ça, et ben ils n'ont pas été condamnés. Et ils ont repris une activité, ils ont eu des non-lieux, puisqu'ils obéissaient à la loi finalement. Le droit avait parlé, et ils ont repris aussi une activité pédiatrique, et certains ont eu même certaines publications dans les grands journaux scientifiques et sont tous morts de vieillesse quelques années après. C'est dire que même après ces ignominies, après ces expériences médicales honteuses, inacceptables, la société, dans les années 50, a accepté que de telles personnes ne finissent pas leur vie en prison et retrouvent une activité normale très rapidement. Alors, en même temps, de ces éléments-là, il y a aussi des histoires magnifiques. Il y a ces 5 emprisonnés, déportés, qui ont réussi à s'évader. Je ne dirais pas par miracle, parce que je ne crois pas trop au miracle, mais par probablement des circonstances et qui ont permis de témoigner. Aussi d'autres ont permis de témoigner et de nous permettre de connaître cela. Mais au-delà de ces témoignages qui permettent de faire ce travail de mémoire, on ne peut qu'aujourd'hui s'interroger sur la méconnaissance de nos sociétés, de tous ces événements. Aussi bien de ce qui s'est passé, de l'existence même du camp du Struthof et d'autres. Je citais d'autres camps où nous avons consacré des universités maçonniques. Cette méconnaissance, ce travail de mémoire qui n'est pas fait et qui peu à peu fait sombrer dans l'oubli de tels faits. Je pense que nous avons un rôle très important, essentiel même à faire, franc-maçon ou pas, hein, simplement citoyen, républicain. La République a un rôle essentiel à jouer dans ce devoir de connaissance. La connaissance de la réalité dépasse probablement la métaphysique, et la connaissance de la réalité est un élément essentiel pour le progrès, dans le meilleur de ses acceptions, pour le progrès de nos sociétés. Je pense que nous avons tous un rôle à jouer pour cela, chacun individuellement, auprès de ceux que nous aimons, mais aussi auprès de nos collègues, dans nos engagements politiques, dans nos engagements syndicaux. Nous devons porter cette voix. Ce que nous avons vécu ce matin, ce que nous allons attendre cet après-midi, nous, francs-maçons du Grand Orient de France, que nous avons entendu toute cette année au cours de ces universités maçonniques, nous devons le porter dans la société. Parce que je crois qu'aujourd'hui, notre plus immédiat devoir, quand on entend tout ce qu'on entend, quand on voit tout ce qu'on voit autour de nous, est de porter ce message. J'ai acheté un livre à la bibliothèque avant de commencer cette visite, simplement qui s'appelle « Croire et détruire ». C'est un livre qui dit dans sa 4e de couverture comment des hommes, des femmes, des juristes d'une trentaine d'années, 35-40 ans, des forces vives comme on dit,
intellectuels, au moment du Troisième Reich, ont rejoint le Troisième Reich et ont participé à tout ce que nous avons entendu ce matin. Comment cela peut-il arriver? Eh bien, posons-nous la question, ne sommes-nous pas en train, sous d'autres formes évidemment, très différentes, ne sommes-nous pas en train de vivre les mêmes tourments et de préparer peut-être pas les mêmes tourments futurs, parce que il y a, souhaitons-le, les leçons de l'histoire, mais je pense que nous ne devons jamais oublier que le pire est toujours possible, même s'il n'est jamais certain. Il n'empêche que, je le répète encore une fois, nous francs-maçons sommes des bâtisseurs, nous croyons au sens de l'histoire, mais nous croyons aussi, évidemment, à l'action collective, mais aussi à l'action individuelle de chacun. Et c'est à chacun d'entre nous de prendre en compte cette problématique, mais de la prendre à bras-le-corps et de ne jamais rien céder. Voilà. Merci à tous. J'ai réussi à ne pas être sous l'emprise de mon émotion. Merci à tous. Que nos cœurs se rassemblent en même temps que nos mains. Que l'amour fraternel unisse tous les anneaux de cette chaîne formée librement par nous. Comprenons la grandeur et la beauté de ce symbole. Inspirons-nous de son sens profond.